La première fois que j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas, c'est en entrant dans mon appartement et en sentant le parfum de ma mère. Un doux parfum floral, impossible à ignorer. Elle était encore venue. Mes parents n'arrêtaient pas de s'introduire chez moi comme si c'était encore ma chambre d'enfant. Ils déplaçaient les meubles, laissaient de la nourriture, se comportaient comme si ma vie d'adulte n'était qu'une extension de la leur. J'ai changé les serrures. J'ai supplié. J'ai crié. Rien n'y a fait. Alors, il ne me restait plus qu'une chose à faire, déménager sans rien leur dire et laisser le silence tout envahir. Mais le moment où ils ont finalement découvert la vérité n'était pas celui que j'avais imaginé. Je m'appelle Jennifer, et pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai cru qu'être une bonne fille signifiait se taire. J'ai grandi dans un petit quartier près de Portland, où mes parents, Marilyn et Edward, pensaient que l'amour se manifestait par la surveillance. Ils étaient omniprésents, corrigeaient, contrôlaient et insistaient sur le fait qu'ils savaient toujours ce qui était le mieux pour moi. J'ai appris très tôt que l'intimité était un privilège accordé uniquement quand cela les arrangeait, et non un droit que je pouvais revendiquer. Quand j'ai emménagé dans mon premier appartement en centre-ville à 26 ans, j'ai cru avoir enfin brisé ce schéma. Un espace propre, des murs blancs, la lumière du soleil filtrant à travers les stores, le bourdonnement de la ville au-delà de mon nouveau départ. Le jour du déménagement, Marilyn m'a demandé un double des clés, au cas où, a-t-elle dit en passant sa main dans mes cheveux comme si j'étais encore une enfant. J'ai hésité, mais la culpabilité m'a envahi comme toujours, alors je la lui ai donnée. Je ne réalisais pas alors que je lui avais aussi donné une part de moi-même. Pendant quelques semaines, la vie a semblé normale. Je me suis habituée à mon travail, j'ai décoré l'appartement, lentement, et j'allais prendre un café au coin de la rue le week-end. Je respirais différemment, mais les signes d'intrusion ont commencé discrètement. Une couverture pliée de travers. Une assiette lavée et rangée à un endroit que je n'utilisais jamais. Une légère odeur de lotion de ma mère qui persistait longtemps après mon retour du travail. Puis Marilyn a commencé à laisser des plats cuisinés, des soupes, des biscuits avec de petits mots colorés collés sur chaque boîte. Tu travailles trop. Mange quelque chose de vrai. Je t'aime. L'écriture était douce. L'intrusion, elle, ne l'était pas. Edward l'a soutenu sans réserve, insistant sur le fait qu'il voulait simplement veiller sur moi. Pour eux, mon indépendance n'était qu'une passade, pas une réalité. Le pire, ce n'était pas les intrusions en elles-mêmes, mais leur familiarité. Soudain, j'avais de nouveau 12 ans, debout dans la cuisine, tandis que Marilyn réorganisait mon sac à dos parce que la façon dont je l'avais rangé ne lui plaisait pas. Je me souvenais de la douleur ressentie lorsqu'on me disait que mes sentiments étaient excessifs, mes limites irrespectueuses. Leur amour était toujours conditionné. Accès, soumission, obéissance. J'ai d'abord essayé de leur parler doucement, puis fermement, puis désespérément. Rien n'y a fait. Au contraire, ils ont pris confiance en eux, se persuadant qu'ils m'aidaient d'une manière que mon entêtement m'empêchait de comprendre. Je voulais croire qu'ils étaient bien intentionnés. Je voulais croire que j'étais en sécurité. Mais au fond de moi, une vérité que j'avais ignorée pendant des années devenait enfin impossible à fuir. Mes parents ne comprenaient pas la notion de limite parce qu'ils ne croyaient pas que j'avais le droit d'en fixer. Les intrusions n'ont pas cessé. Elles se sont intensifiées. Au début, j'ai essayé de me convaincre que je me faisais des idées. Peut-être avais-je déplacé cette tasse moi-même. J'avais peut-être oublié de fermer le placard. Mais le déni ne fonctionne que jusqu'à ce que la vérité devienne trop évidente pour être ignorée. Un mercredi soir, je suis rentrée et j'ai trouvé mon linge soigneusement plié sur mon lit. Chaussettes, chemises à parier, tout était lissé, rangé avec cette précision ménagère dont seule ma mère était capable. J'ai eu un pincement au cœur. Je n'avais pas fait de lessive depuis une semaine. J'ai immédiatement appelé Marilyn. Tu étais chez moi aujourd'hui. Elle n'a pas hésité une seconde. Bien sûr, ma chérie. Ton panier à linge débordait. Je ne pouvais pas le laisser comme ça. Tu ne peux pas entrer comme ça. Jennifer, ne dis pas de bêtises. Tu étais au travail. Ce n'est pas comme si tu occupais l'appartement. Cette phrase, ce n'est pas comme si tu occupais l'appartement, m'a touché plus fort que je ne l'aurais cru. Comme si mon appartement ne m'appartenait pas, sauf si j'y étais physiquement. Comme si mon existence ne comptait que lorsque cela l'arrangeait. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé mon réfrigérateur réorganisé et rempli de courses que je n'avais jamais achetées. Des repas sains, des boîtes repas préparées à l'avance,
Des légumes lavés et coupés. La plupart des gens trouveraient ça adorable. Pour moi, c'était comme si on m'avait remplacé les poumons par du sable. Puis Lily est arrivée. Un matin, je suis entrée dans ma salle de bain et j'ai vu un flacon de shampoing de luxe sur l'étagère. Un violet éclatant, réservé au salon de coiffure. Certainement pas le mien. J'ai figé. Lily utilisait cette marque. Je l'ai appelée. La voix tendue. Salut, tu as dormi chez moi. Un silence. Oui, maman a dit que ça ne posait pas de problème. J'avais un service de nuit et je n'avais pas envie de rentrer. Elle n'habite pas ici. Tu aurais dû me demander. Enfin, tu n'étais pas là. Quel est le problème? Voilà, encore une fois. Le même mépris que Marilyn maniait avec une précision chirurgicale. Mon espace n'avait aucune importance. Mon consentement n'avait aucune importance. Mes sentiments n'avaient aucune importance. Cet après-midi-là, je suis allée chez mes parents, prête à enfin leur réclamer mes clés. Mais dès que j'ai franchi le seuil, l'odeur familière du pot-au-feu et le doux cliquetis de la vaisselle m'ont replongé dans mes vieilles habitudes. Obéissance, culpabilité, silence. Marilyn jouait la victime. Edouard m'a traité de paranoïaque et Lily évitait mon regard. Je suis partie sans rien de résolu, l'estomac noué, à 2 doigts du désespoir. Pourtant, j'ai encore essayé. J'ai changé les serrures. Je me suis dit que c'était bon. Problème réglé. 2 semaines se sont écoulées tranquillement, presque paisiblement. J'ai commencé à espérer qu'ils avaient enfin compris. Mais l'espoir est fragile face à ceux qui refusent de vous voir. Un jeudi soir, j'ai ouvert ma porte et me suis arrêtée net. Assise sur mon canapé, confortablement installée, calme, sirotant mon thé comme si elle était chez elle, c'était Marilyn. Elle a brandi une clé neuve et brillante, souriant comme si elle annonçait une bonne nouvelle. « J'ai appelé votre propriétaire », a-t-elle dit. Il me l'a donné. J'avais besoin d'y accéder en cas d'urgence. Quelque chose en moi s'est brisé. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire. Silencieusement, comme la glace qui se brise sous une pression trop forte. J'ai encore changé les serrures. Mais cette fois, ce ne sont pas seulement les serrures qui ont changé. Quelque chose en moi aussi. Je pensais que plus rien ne pouvait me surprendre. Je me trompais. 3 semaines après l'incident avec le propriétaire, je suis rentrée et j'ai remarqué que la fenêtre du salon était entr'ouverte. Une légère brise avait poussé les rideaux vers l'intérieur. La moustiquaire gisait sur le sol, comme si quelqu'un l'avait arrachée à la hâte. Au début, j'ai pensé qu'elle était peut-être tombée. Que le vent était peut-être fort. N'importe quoi sauf la vérité qui se formait comme un nœud dans ma gorge. Puis j'ai vu le plat sur le comptoir, encore chaud, soigneusement recouvert de papier aluminium. Un post-it dessus, écrit de la main de ma mère. « Tu ne manges pas assez. » J'ai eu un pincement au cœur. Il n'y avait qu'une seule explication. J'ai appelé Marilyn, la voix tremblante. « Tu es montée jusqu'à ma fenêtre. » Silence. Puis un ricanement presque offensé. « Eh bien, ta porte était. » La porte était verrouillée. Que pouvais-je faire d'autre? Je t'avais préparé le dîner. Tu as escaladé une treille pour entrer chez moi. Arrête ton cinéma, Jennifer. Si tu arrêtais de changer les serrures comme une adolescente rebelle, je n'aurais pas à le faire. Je me suis pris le front. C'est illégal. C'est être mère, a-t-elle corrigé. Quand j'ai appelé Edouard, espérant qu'il comprenne, il a soupiré comme si c'était moi qui déraisonnable. Elle s'inquiète pour toi. Donne-nous juste une clé. Tu compliques les choses inutilement. J'ai raccroché avant que ma colère ne dégénère. Ce n'était plus une question de nourriture, de linge ou même de clés. C'était le fait qu'elle se croyait en droit de contrôler chaque aspect de ma vie, de passer outre toutes mes limites, de me traiter comme un objet. Cette nuit-là, allongée, les yeux fermés, la fenêtre verrouillée et les rideaux tirés, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. J'aurais beau changer les serrures 100 fois, ils auraient toujours trouvé un autre moyen d'entrer. Un propriétaire, une fenêtre, une treille. Ils ne croyaient pas que je mérite de l'intimité. Et tant qu'ils sauraient où j'habitais, ils le prouveraient. Le seul moyen de retrouver la paix était de devenir injoignable. Le lendemain matin, j'ai visité un immeuble du Pearl District,
Une grande tour moderne avec un portier nommé Victor, qui scrutait chaque visiteur, chaque colis, chaque visage inconnu. Chaque détail de l'endroit murmurait ce dont j'avais désespérément besoin, la sécurité. J'ai signé le bail cet après-midi-là. Pendant 2 semaines, j'ai fait mes cartons en silence. Pas de publication sur les réseaux sociaux, pas de camion de déménagement garé devant, juste Sophie et Rachel descendant les escaliers avec des cartons un à un, me murmurant des encouragements comme des soldats m'aidant à fuir une guerre que j'avais feint d'ignorer. Au coucher du soleil, mon ancien appartement était vide. Toute trace de moi avait disparu. J'ai essuyé les comptoirs, éteint les lumières et me suis tenu une dernière fois sur le seuil. Ni triste, ni nostalgique, juste soulagé. J'ai glissé les clés dans la boîte aux lettres du propriétaire et je suis partie sans me retourner. Ils pensaient pouvoir s'immiscer dans ma vie à leur guise. Bientôt, ils allaient découvrir ce que ça faisait quand je fermais enfin la porte. Les 2 premiers jours après mon déménagement, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Appels manqués, SMS, messages vocaux. Au début, c'étaient des messages anodins. Comment s'est passée ta journée? Appelle-nous quand tu as un moment. Le genre de message qui faisait comme si de rien n'était. Au 3e jour, le ton a changé. Plus bref, plus sec. Jennifer, réponds à ta mère. Ce n'est pas drôle. Appelle-nous immédiatement. Je n'ai pas répondu. Le silence, j'ai compris, était le seul langage qu'il ne savait pas manipuler. Le 4e jour, plus aucune notification. Mon téléphone est resté silencieux sur le plan de travail de ma nouvelle cuisine. Un îlot de paix dans une vie qui m'avait paru envahie si longtemps. J'ai préparé du thé. J'ai déballé mes cartons. J'ai rangé mes livres sur l'étagère d'une manière que seul moi toucherais. Chaque matin, Victor me saluait d'un signe de tête lorsque je traversais le hall, un « Bonjour mademoiselle », poli, empreint de cette distance respectueuse que mes parents n'avaient jamais su maîtriser. Pour la première fois depuis des mois, j'eus l'impression de respirer profondément. Mais le calme ne dure jamais. Le 6e jour, mon téléphone se mit à vibrer à nouveau. 20 appels manqués d'affilée. J'eus un nœud à l'estomac. Je me forçai à ne pas répondre. Puis un autre appel arriva et cette fois, l'aperçu du message vocal attira mon attention. Jennifer, ton appartement. Tout a disparu. Où es-tu? Je retins mon souffle. Ils étaient à mon ancien appartement. Je me dirigeai vers la fenêtre, serrant mon téléphone si fort que mes jointures blanchirent. Je l'imaginais. Le salon vide, les étagères délabrées, le sol nu. Mes parents, debout sur le seuil, confrontés non seulement à l'absence, mais à la réalité qu'ils avaient eux-mêmes créée. Un autre message vocal arriva. La voix de Marilyn était déchirante. Oh mon Dieu, Jennifer, est-ce que quelqu'un t'a emmené? Tes affaires ont disparu. L'appartement est vide. S'il te plaît, appelle-nous, ma chérie. J'ai fermé les yeux. Ce n'était pas la satisfaction. Pas vraiment, mais c'était un changement. Un équilibre qui basculait. Il n'avait plus le contrôle. J'ai laissé passer un jour, puis un autre. Le 3e jour, je les ai enfin rappelés. Marilyn a répondu si vite que je n'ai même pas entendu la première sonnerie. Jennifer, où es-tu? Que se passe-t-il? Nous sommes allés à ton appartement et il était vide. Tu m'entends? Vide. J'ai gardé une voix calme. Pourquoi étiez-vous chez moi? Un silence stupéfait a régné au bout du fil. La voix d'Édouard a retenti, sèche et accusatrice. Nous n'avions pas de nouvelles de toi depuis des jours. Nous étions inquiets. Nous avions parfaitement le droit de prendre de tes nouvelles. Non, ai-je dit doucement. Vous n'en aviez pas le droit. La voix de Marilyn est revenue, paniquée. Jennifer, arrête ça. Dis-nous où tu es. Tout de suite. Non. Le mot a frappé comme de la glace. Non. Elle a répété comme si c'était physiquement impossible pour elle de comprendre. Non, ai-je répété. Vous n'avez pas le droit de savoir où j'habite. Édouard inspira brusquement. Excusez-moi, vous m'avez entendu. C'est de la folie, s'exclama-t-il. Nous sommes vos parents, et vous vous comportiez comme si c'était chez vous, répliquai-je. Vous entriez quand vous vouliez. Vous chambouliez tout. Vous laissiez Lily dormir chez vous sans me demander. Vous avez même récupéré une clé en cachette.
Maman grimpa sur une treille. Une treille, papa, s'exclama Marilyn, haletante. C'était une chose qui n'aurait jamais dû se produire. Le silence retomba. Pas un silence de colère. Pas un silence dramatique. Un silence qui signifiait qu'ils avaient enfin compris la vérité dans ma voix. Je poursuivis. Vous ne vous êtes pas inquiété pour moi. Vous aviez peur de perdre le contrôle. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas juste, murmura Édouard. Juste, demandai-je. Voulez-vous que ce soit juste? Ce serait que vous respectiez mes limites depuis des années. Ce serait que vous me traitiez comme une adulte. Ce serait que vous m'écoutiez quand je disais non. Mais vous ne l'avez pas fait. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à faire. La respiration de Marilyn était saccadée. Jennifer, dis-nous juste que tu es en sécurité. Je t'en prie, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à manger. Je suis malade d'inquiétude. Ces tentatives de culpabilisation, ces larmes, ces crises émotionnelles, tout ce qui m'avait toujours ramené dans leur orbite, m'a submergé comme une vague qui, enfin, n'avait plus le pouvoir de m'engloutir. Je suis en sécurité, ai-je dit. Mais je suis en sécurité parce que je suis loin de toi, a-t-elle sangloté. Édouard a murmuré quelque chose que je n'aurais jamais cru entendre. Je ne savais pas que c'était si grave. J'ai dégluti. Vous ne vouliez pas savoir. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Ils essayaient de comprendre quelque chose de nouveau, de dérangeant, d'indéniable. J'avais changé, et la porte qu'ils franchissaient autrefois librement ne leur appartenait plus. Marilyn a reniflé. Jennifer, s'il te plaît. On veut juste parler face à face. On pourra se voir dans un lieu public, ai-je dit. Un café en ville, un endroit neutre, plus jamais de visite à domicile. Tu ne nous fais pas confiance, a-t-elle murmuré. Je ne respecte pas tes limites, ai-je rétorqué. Parce que tu n'en as pas. Un autre silence s'installa, mais cette fois, il ressemblait moins à de la résistance qu'à de la reddition. Marilyn finit par dire « D'accord ». Ce mot eut un petit effet, mais réel, sur moi. Il n'a pas effacé le passé. Il n'a pas effacé les violations, mais c'était une reconnaissance, et la reconnaissance était un pas en avant. Bien, dis-je doucement. Je t'enverrai un SMS pour te dire l'heure et le lieu. On en reparlera. Mets ton adresse. Tenta Édouard une dernière fois. Une ultime tentative pour reprendre le contrôle. On devrait savoir où tu habites, non? Non, dis-je, tu n'auras pas de clé de chez moi. Tu n'auras pas accès à ma maison. Ma maison est à moi. Il expira lentement. D'accord. Et soudain, l'équilibre bascula. Non pas par des cris, non pas par des portes qui claquent, mais par une reconquête calme et progressive de moi-même. Après avoir raccroché, je posai mon téléphone et contemplai mon nouvel appartement. Une douce lumière se répandait sur le sol. La ville bourdonnait en contrebas. Mes affaires étaient exactement à leur place. Je respirais en toute tranquillité. Mon silence n'était pas de l'évitement. C'était une protection. Pour la première fois de ma vie, mon monde me semblait entier et intact, n'appartenant qu'à moi. Nous nous sommes retrouvés 3 jours plus tard dans un petit café du centre-ville, de ceux à l'éclairage tamisé et aux tables suffisamment espacées pour que personne n'ait besoin de chuchoter. J'arrivai en avance et choisis une place près de la fenêtre d'où je pouvais les voir entrer. Mes mains ne tremblaient pas. Je n'avais pas la boule au ventre. Pour la première fois, je me sentais pleinement ancré en moi-même. Quand Marilyn et Édouard entrèrent, ils paraissaient plus petits, comme fatigués, prudents, dépouillés de l'assurance qu'ils avaient toujours arborée comme une armure. Marilyn hésita avant de s'asseoir, comme si elle n'était pas sûre d'elle. On m'a autorisé à m'asseoir en face de moi. La conversation a commencé doucement. Pas d'accusation, pas de larmes. Juste des phrases hésitantes et de longs silences. Marilyn a admis qu'elle n'avait pas compris à quel point ses agissements étaient étouffants. Édouard a dit qu'il pensait me protéger, mais qu'il réalisait maintenant qu'il protégeait une version de moi qui n'existait plus. Je n'ai pas cherché à les réconforter. Je n'ai pas cherché à minimiser leur malaise. J'ai simplement dit la vérité. J'ai besoin de limites si nous voulons avoir une relation. Ils ont tous deux hoché la tête, lentement, à contre-cœur, mais sincèrement. Nous avons conclu un accord. Nous nous verrions dans un lieu public pour le moment. Pas de visite surprise,
pas de clé, pas d'accès à mon domicile. Le respect est réciproque, et la confiance ne peut que se reconstruire, elle ne s'impose pas. Quand nous nous sommes séparés, Marilyn m'a serré doucement dans ses bras, avec précaution, comme si elle comprenait enfin que je n'étais pas quelque chose qu'elle pouvait retenir trop fort. Édouard a murmuré. On va essayer. Et pour une fois, je l'ai cru. Je suis retournée à mon nouvel appartement avec une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le hall était silencieux. Victor, il m'a salué d'un hochement de tête, comme à son habitude. Et tandis que je refermais la porte derrière moi, la verrouillant avec mes seules clés, j'ai compris quelque chose de simple et de profond. La paix ne se trouve pas, elle se protège. Avec le recul, je pensais qu'aimer, c'était tout accepter, même ce qui faisait mal. Maintenant, je sais qu'un amour sans limite n'est pas de l'amour. C'est de la possession. En m'éloignant, j'ai enfin laissé la place à quelque chose de plus sain, non seulement chez eux, mais aussi en moi. Si vous avez déjà dû lutter pour votre propre paix intérieure, vous n'êtes pas seul. Partagez votre histoire dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires de familles authentiques. Parfois, disparaître n'est pas fuir, c'est enfin choisir de s'accepter.